En République démocratique du Congo, plusieurs jeunes se retrouvent dans la pauvreté. Beaucoup d'entre eux n'ont pas l'accès à l'éducation. Beaucoup n'ont pas la possibilité même d'être au banc de l'école. Alors cette situation nous a beaucoup préoccupés. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ces plateaux aujourd'hui pour vous parler d'une thématique très capitale. Quid de l'encadrement des jeunes démunis en République démocratique du Congo. Alors, je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis accompagné d'une dame. Elle est présidente de la fondation Fobija. Avec elle, nous allons nous entretenir autour de cette thématique et je m'en vais directement à lui dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci, c'est un honneur de vous recevoir dans ces plateaux. Je vous en prie. Alors, madame Aridja, vous êtes présidente, je rappelle, de la fondation Fobija. Vous vous occupez bien sûr de personnes démunies. Étant donné que nous parlons aussi de jeunes démunis qui aujourd'hui n'ont pas vraiment cet accès-là à l'éducation, à l'encadrement. Alors, vous étant qu'experte aussi dans ces domaines, vous allez d'abord commencer par nous dire quel est votre parcours en quelques mots, qui êtes-vous, et puis nous allons continuer dans le vif de notre sujet. Wow, merci beaucoup pour la parole. Ce qui est vrai, ça n'a jamais été facile de parler de soi. Déjà, pas facile, mais je vais essayer de briefer. Moi, je suis Bijou Aridja Seloua. De formation, je finis en gestion des institutions de santé à l'ISTEM dans le Maniema. Alors, en étudiant, tout en étant étudiant, j'ai eu à travailler dans plusieurs structures. Je travaillais chez RTL, j'ai travaillé chez Vodacom, j'ai travaillé comme journaliste. J'ai travaillé dans plusieurs domaines qui m'ont permis à découvrir beaucoup de choses à l'intérieur de mon pays. Et c'est à partir de là qui m'est venue l'idée de créer cette fondation. Ok. Voilà. Alors, pourquoi avoir créé cette fondation? Vous êtes basé sur quoi véritablement pour vous pousser à créer cette fondation et venir en aide de personnes démunies? Ce qui m'a poussé, parce que l'ISTEM dont je parle, c'est à Kasongo, dans le Maniema. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. En fait, je suis quinoise, comme on le dit. Okay. Alors, quand j'ai décroché mon diplôme, il y a ma soeur qui vivait là-bas, qui vit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et son mari qui est le DG de l'ISTEM. Il m'a fait venir pour les vacances et je suis arrivée. Et son mari, elle-même d'abord a insisté à ce que je reste. Elle m'a dit, écoute, reste ici, étudie, tu verras que ça va aller vite. J'avais trouvé, c'était vraiment le village, imaginez-vous, de Kinshasa à Kasongo, même pas à Kindu. Okay. Dans le milieu était vraiment reculé, pas de courant, il y avait beaucoup de choses vraiment qui manquaient. Alors, hormis tout ça, j'ai également trouvé qu'il y avait des mariages précoces. Donc de jeunes filles de 12 ans, 13 ans qui étaient déjà dans des mariages des mariages polygamiques. Okay. Et dans l'entretemps, il y avait peu de femmes, je dirais même moins de femmes en tout cas qui étaient à la presse. Et c'est à partir de là que je me suis réveillée. Je me suis dit, j'ai quelque chose à communiquer ici. Okay. C'est comme ça que j'avais créé une troupe théâtrale. C'était d'abord pour sensibiliser la jeune fille, de la faire comprendre que la vie, ça ne se limite pas seulement au mariage. Okay. Donc, elles peuvent étudier, elles peuvent aller loin, elles peuvent faire ce que les hommes font. C'était ça, en fait, le début de la fondation. Okay. Et aussi, c'était pour sensibiliser le femme, pour leur dire que vous devez travailler, vous devez vous ne devez pas vous limiter au mariage qui vous détruisent même. Okay. Parce que si déjà vous commencez le mariage à 12 ans, 13 ans, on suppose qu'à 25 ans, vous pouvez vous retrouver déjà avec 4-5 enfants. Ok, et déjà votre vie c'est fini. Donc c'était ça. Merci beaucoup madame. Chers téléspectateurs, vous comprenez que dans cette émission, nous ne recevons pas n'importe qui, nous recevons des gens capables de vous transmettre quelque chose. Et alors, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'ai pris que la régie puisse nous balancer un élément et nous allons nous retrouver juste après. Basalaka boyete vraiment. Dans la bana ndenge bazali eta ya bana vraiment en tout cas c'est affaire. Ezana mawa makasi tala bana. Eta makwanza bana bazana ngo bana bazaka na Kinshasa. Nzambe asunga. Donc mutu nyonso tu oya komona vidéo aza ya kolala vraiment boluka moyen bosunga orphelinat Somi Congo.
bana basi toyebi avenir na bango ya lobi te bafutur bon sur bano bayaki mibale moko napesaki kombo lokolaka Nzambe oyo ayokaka libondeli ya bao bakimelaka epai na ye bazo. Nous voici de retour dans ces plateaux. Nous parlons de quid sur l'encadrement des jeunes démunis en République démocratique du Congo. Alors, Madame Aridja, d'entrée de jeu, dites-nous, aujourd'hui en RDC, la situation des jeunes démunis devient de plus en plus précaire. Alors, nous ne savons pas comment est-ce que cela est né. Quelles sont les causes de cela? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des causes de cette situation en République démocratique du Congo? Pour répondre à cette question, je vais d'abord revenir à la première question pour compléter la motivation de créer ma fondation. À Kinshasa, à l'époque, quand on a, de la manière dont on a grandi, il suffit de parler Swahili, de parler Chiluba et que vous vous retrouvez dans votre province. Automatiquement, vous êtes frères, vous êtes sœurs et consorts. Moi, j'avais constaté que sur terrain, les gens ne s'aimaient pas vraiment. Il y avait des divergences. Dans le Bakusu de leur côté, les Bazimba de leur côté. Alors, ça m'avait choqué, ça m'avait rendu triste. Et c'est comme ça que j'avais aussi créé cette fondation pour sensibiliser les gens, de leur faire comprendre qu'on est tous des mêmes pères, d'une même mère. Donc voilà, pour conclure la première question. Voilà, sur ces points-là, vraiment, je regrette Mobutu tout le temps. Pour répondre à la deuxième question, en fait, pendant plusieurs années, la jeunesse n'a pas été prise en charge. Le gouvernement a rendu le parent, comment dirais-je, faible face aux enfants. Parce que, vu qu'ils n'ont pas de travail, vu qu'ils ne savent pas comment gagner l'argent, et ce qui fait que ces parents-là n'arrivent pas à prendre la responsabilité de leurs enfants pendant plusieurs années, et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Donc, moi, je pense que c'est une situation qui, le gouvernement, doit vraiment s'y mettre pour qu'on s'en sorte dans cette situation. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce que le gouvernement doit s'y mettre? Qu'est-ce que vous attendez vraiment du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que ces jeunes puissent quand même, parce que nous parlons de l'encadrement des jeunes, qu'est-ce que le gouvernement doit faire dans ce sens? À mon avis, déjà, nous avons toute une génération foutue. Parce qu'il faut même aller dans des écoles. Vous avez devant vous des enfants qui ne savent pas finir des livres, chose que nous, on faisait à l'époque. Vous avez des enfants qui ne savent pas tenir une conversation pendant un long moment. Alors, ce que le gouvernement doit faire, c'est quoi? C'est de créer des centres de formation. Il doit créer des centres de formation, récupérer tous ces jeunes, le former. C'est comme ça qu'on fait dans d'autres pays pour récupérer ces enfants. Parce que si vous récupérez un enfant qui, par exemple, déjà, il n'a pas bien étudié, vous les formez comme menuisier, comme couturier, on aura des sociétés, par exemple, des entreprises qui nous coûtent des habits de marques de la RDC. Et dans la plupart des pays développés, c'est comme ça que ça se passe. Mais aussi longtemps que le gouvernement ne fera pas de choses de cette manière-là, nous avons eu toute une génération vraiment foutue. Et qui serait, moi je dis même que dans 10 ans, si le gouvernement n'arrive toujours pas à remédier à cette situation, nous allons nous retrouver dans une situation des jeunes vraiment dangereuse. Parce que déjà là, avec le phénomène Kuluna, on ne sait pas se promener librement. Ces jeunes gens vous tuent, ils ne réfléchissent pas, c'est à 2 minutes. Donc c'est un peu ça la situation. Ce que l'État doit faire, c'est de pouvoir créer des centres d'encadrement, comme vous aviez dit, pour éduquer ces jeunes. Exactement. Mais est-ce que l'État peut parvenir à cela, alors que déjà aujourd'hui en RDC, quand nous parlons de la République démocratique du Congo, on doit aussi savoir que la RDC n'a pas encore mis des bases dans presque beaucoup de domaines. Aujourd'hui, ce qui cause encore problème, c'est d'abord au niveau du manger même. On ne sait pas comment nourrir la population, on ne sait pas comment répondre aux besoins, aux nécessités en fait de la population. Si déjà ces domaines-là causent problème, pensez-vous que créer des centres d'encadrement pour ces jeunes serait une chose facile, madame? C'est comme ça, j'irais sensibiliser la population congolaise. La population congolaise doit comprendre que c'est elle qui dirige
C'est elle qui décide pour que le gouvernement soit là. C'est ça le problème. Parce que ceux qui dirigent le pays, ils ne se sentent pas d'une manière ou d'une autre redevables à cette population. Et c'est comme ça, certains d'entre eux s'en foutent et marchent tête haute. Et si du moins, la population congolaise, nous prenons conscience que c'est nous qui décidons pour que le gouvernement soit établi de cette manière-là, je vous assure que nos autorités auront peur. Exactement. Ils auront peur. C'est ça, en fait, le problème. Donc, la population doit s'impliquer elle-même. Oui. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, la population se décide que le palais du peuple ne va pas ouvrir. Nous tous, nous allons là devant, personne ne va entrer. Pensez-vous qu'ils auront le courage d'entrer? La réponse est non. Et on est lâche quelque part. C'est comme ça que les choses se déroulent de la manière dont se déroulent. Non, mais ils ont peur d'être tirés, d'être agressés et tout. Parce que quand vous faites ça, aujourd'hui, notre police, au lieu de sécuriser les personnes qui manifestent tranquillement, par contre, et agissent dans le mal, il y a des bavures qui se font. C'est peut-être là, c'est ça aussi la peur. À l'Est, il y a plus de millions de nos frères qui sont en train de mourir matin, midi, soir. Aussi longtemps, on n'y arrivera pas à faire face à cette situation. Accepter que le gouvernement nous doive, nous, la population congolaise. Rassurez-vous qu'on va toujours traîner dans la boue. Exactement. Alors, Madame Aridja, parce que vous parlez des causes même de cette situation, de cette conséquence des personnes démunies ici en République démocratique du Congo, nous parlons beaucoup plus de jeunes, ça il ne faudrait pas oublier. Alors, beaucoup de personnes accusent l'État congolais. Les gens disent que l'État ne fait rien. Par exemple, vous venez aussi de dire que l'État doit créer, ça c'est bon, ça c'est une initiative que vous proposez à l'État. Mais nous oublions aussi de l'autre côté, il y a aussi des choses qui sont à la base de cela. Par exemple, la toxicomanie. Nous voyons aujourd'hui des jeunes qui se donnent à l'alcool, des jeunes qui se donnent à la drogue, qui se donnent à des choses vraiment pas bien. Et tout ça crée, en fait, ça leur stimule à pouvoir agir dans le mal. Et aujourd'hui, beaucoup se retrouvent maintenant démunis, sans une situation un peu digne de son nom. Ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que la toxicomanie peut aussi être à la base de cela? Et qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes par rapport à cela? Déjà, je vais le conseiller d'arrêter. Mais je vais souligner ici que c'est la responsabilité de notre gouvernement. Vous voyez, quand vous arrivez en Europe, par exemple, personne ne va vous demander de vous comporter bien, de vous-même. Parce que vous savez que quand je fais ça, il y a de pénalités. Quand je fais ça, on va m'arrêter quand je fais ça. Notre gouvernement n'a pas mis cette disposition en place. Donc, chacune des personnes se comporte comme bon le semble. Et ça, déjà, c'est un danger. Nous, par exemple, quand on grandissait, vous n'avez même pas le droit d'apporter un seul bonbon à la maison. Parce que comment vous avez expliqué? Qu'est-ce que vous avez acheté ça? Déjà, c'est un problème. Tous ces produits chimiques-là et tout, ça s'est produit où? C'est en RDC. Qu'est-ce qui sont responsables de ces histoires-là? Généralement, quand vous suivez de près, ce sont les Indiens, le Chinois, etc., qui malheureusement sont couverts par certaines de nos autorités ici sur place. Vous comprenez? Que la jeunesse est en train de subir. Oui. Et fort malheureusement, pas seulement ça détruit la jeunesse, ils sont dans l'informel, mais aussi, ils ne payent pas le taxe. Vous comprenez? Et c'est question, le gouvernement met des dispositions en place pour sécuriser cette jeunesse. Chose qui n'est pas faite. Chose qui n'est pas faite. Mais madame, vous n'allez pas aussi ne pas le dire. Parce que aujourd'hui, si un enfant sort d'une maison où il reçoit la bonne éducation, tel que vous êtes là, je sais que vous êtes quelqu'un de responsable, vous éduquez très bien vos enfants. Est-ce que si votre enfant obtenait de vous la bonne éducation, est-ce que cet enfant ira faire quoi que ce soit, d'ailleurs prendre la drogue, l'alcool et tout, si déjà au niveau de la maison qui est constituée, la famille qui est constituée comme le socle même de l'éducation, ne pensez-vous pas que c'est aussi d'une part la responsabilité de la famille? Il y a toujours des cas isolés, mais moi je pense, en tant que gouvernement, si vous comparez de la manière dont nous avons grandi et la manière dont les choses se présentent aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a trop de légèreté.
C'est comme ça, on dit nul n'est au-dessus de la loi congolaise. Moi, je me rappelle quand on grandissait, vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez même pas vous installer dans une terrasse ou dans une boîte de nuit. Le gouvernement a instauré ça comme ça. OK? Oui. Et les gens respectaient. Fort malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Allez-y dans des boîtes de nuit, dans des terrasses, voir comment... Même des mineurs. Vous comprenez un Exactement. peu. C'est comme ça que je reviens pour dire le gouvernement congolais a une lourde responsabilité. A une lourde responsabilité. Et moi, je me plains pour nos députés et nos sénateurs. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, j'ai été toujours choquée. Quand je me trouve soit dans une terrasse ou quoi que ce soit, je vois le petit enfant, comment est-ce qu'elle se comporte. Je vous dis, c'est la rue. Après 10 ans, si le gouvernement ne prend pas en charge ou ne construit pas des centres de formation pour de jeunes, ça sera du catastrophe. Catastrophe, comme vous le dites vraiment. Mais moi, je me dis aussi, parce qu'une fois, j'étais en train de passer, c'était vers Upen maternité et tout, il y a des bars qui jouent tellement fortement la musique qu'à côté de ces terrasses, de ces bars, il y a des écoles. Exactement. Mais alors, ces jeunes, ces enfants qui étudient, mais de l'autre côté, il y a la musique mondaine, il y a, bon, pas seulement la musique mondaine, il y a la musique qui leur dérange. Et donc, ça doit vraiment faire en sorte que l'État puisse s'impliquer. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait vraiment comme vous le dites. Donc, nous rappelons que cette émission a aussi pour objectif de pouvoir dénoncer ce genre de choses parce que la jeunesse doit émerger, la jeunesse doit aller de l'avant. Lorsqu'il y a de tels habits, il y a des choses qui ne marchent pas, en tout cas, c'est détruire la population et détruire aussi la jeunesse qui est censée nous remplacer et remplacer vous qui dirigez le pays demain. Alors, Madame Aridja, avant que nous puissions continuer encore dans ce sujet, j'aimerais que nous puissions suivre l'avis aussi d'un expert qui va nous parler au sujet de cette situation. Souvent ces reportages et retrouvons-nous juste après. Je parle en tant que ministre de la Jeunesse, mais en tant que jeune aussi. Je crois que la jeunesse congolaise a de revendications et nous, en tant que gouvernants, nous avons l'obligation de les écouter et d'apporter des solutions. Et je pense qu'en ce qui concerne les solutions, le gouvernement de la République est en train de mettre en place beaucoup de programmes. Il y a eu 100 millions de dollars dans le cadre du programme PADMPME pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a encore 100 millions de dollars dans le cadre du programme Prodige qui va financer également des projets de jeunes dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Concernant l'accès des jeunes au marché d'emploi, nous avons mis en place un plan qui est un plan de développement de l'entrepreneuriat des jeunes national au Congo. Et ce plan est constitué de 3 axes entreprises. Deuxièmement, le mettre sous une plateforme de formation. Et troisièmement, de leur accorder des crédits pour pouvoir financer leurs projets. Mais aussi, dans le cadre de l'accès au marché, nous sommes en train de travailler avec l'autorité de la régulation de la sous-traitance afin de renouveler également cette volonté du gouvernement en mettant en place un mécanisme qui va faciliter les jeunes à accéder au marché, mais également par la réforme de la loi qui doit accorder 30% d'obligation de marché. Merci. Vous avez suivi là un avis, un reportage autour de notre problématique d'aujourd'hui, quid de l'encadrement de jeunes démunis en République démocratique du Congo. Ainsi, soyez toujours branchés parce qu'il y a encore à dire. Il y a des choses que vous devez apprendre et il y a des choses qu'on doit dire ici qui vous intéressent beaucoup. Alors, Madame Aridja, je suis toujours avec vous, vous êtes notre invitée. Vraiment. Alors, Madame Aridja, puisque nous parlons de cette thématique, aujourd'hui, vous aussi, vous êtes responsable d'une ONG, d'une fondation qui s'occupe des personnes démunies. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'ONG qui s'occupent de ces personnes, qui viennent en aide des personnes démunies, de jeunes ou qui que ce soit, ne se limitent qu'à venir en aide, c'est-à-dire porter du soutien aux gens et tout, mais ne s'occupent pas vraiment de l'encadrement de ces personnes. Pour eux ou pour elles, parce que nous parlons des ONG, il suffit seulement de les aider, trouver à manger, à boire, à se vêtir, c'est tout. Mais l'encadrement de ces personnes, cela est vraiment à côté de beaucoup d'ONG. Alors, est-ce que cela est aussi votre cas? Ben non. Non. Déjà, je veux encore une fois de plus répéter ici, la plupart des gens qui créent ces fondations ONG, ils n'ont pas de travail. Ils n'en ont pas. Alors, c'est de par leur cœur qui se décident d'en créer pour venir en aide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis là, ça date en tout cas. C'est un domaine que je maîtrise énormément. Ok.
Ceux-là qui ont un bon cœur, ils en font vraiment sincèrement, ils sont butés à un problème où ils n'ont pas de moyens. Okay. Ils ont cette bonne volonté, ils ont créé le centre, ils ont récupéré les enfants, ils font vraiment le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Mais ils sont butés à un problème, ils n'ont pas de moyens. Okay. Et je vais également ici dénoncer qu'il y a aussi plusieurs qui sont de non, qui sont de mallettes, qui sont là juste pour bénéficier de tel ou de tel montant. Et tout. Oui, okay. Et ils ne sont pas là en fait. Chers amis, les enfants dans des orphelinats souffrent énormément. Il faut sillonner des orphelinats pour comprendre cette situation. Okay. Le gouvernement congolais ne s'implique pas. Les affaires sociales déposent les enfants dans des orphelinats, mais souvent, il ne faut même pas les suivre. Okay. C'est une situation déplorable. Au moment où je suis en train de vous parler, j'ai un cas que je suis en train de suivre. Okay. Dans un orphelinat de la place. Les enfants sont là, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et si d'ailleurs je devenais ministre aujourd'hui du genre famille et enfants, ce sera, je dirais même, premier orphelinat que moi, Bijou, je veux fermer. Okay. Et prendre les enfants, le mettre de côté. Nous avons trouvé 2 bébés. Ces bébés-là ne bougent pratiquement pas. Ces bébés-là sont remplis d'égal. Ces bébés-là sont pratiquement mourantes parce que ce sont 2 filles. Je vis les responsables parce que c'est quelqu'un que je connais, tout ça. Je lui ai dit, ok, moi je vais déplacer ces enfants parce que je n'ai ni le pouvoir ni la force de faire quoi que ce soit à propos. Je l'ai juste proposé, j'ai dit, par rapport à la vie de ces 2 bébés, je fais déplacer ces enfants quelque part pour leur prise en charge médicale en bonne et due forme. Okay. J'ai pris les enfants, je les ai placés quelque part dans un autre orphelinat. On est en train de faire le suivi, mais je vous dis, le constat est amer. Le constat est amer. Donc, ils ont de gales partout, ils ont des gales. Wow. Vous imaginez? Mais le monsieur, il est là avec les enfants, il dit qu'il a un orphelinat, il a 2 enfants qu'il suit, et par moment, les gens passent, laissent de l'argent. Moi-même, j'ai déjà assisté à un orphelinat où on débarque, un enfant est malade, on laisse l'argent, dès qu'on tourne les dos, il se dispatche de cet argent-là. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que l'État fait par rapport à ça? Exactement. Il n'est pas présent, en fait. Oh. Et ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer matin, midi, soir. Et nous déplorons. Parce que si quelqu'un se sent, il n'a pas de... personne ne peut le suivre, personne ne peut le condamner, personne ne peut lui poser la question là-dessus. Ça devient un problème. Il fait ce qu'il veut. Ben ouais, voilà. Juste. Mais les enfants dans des orphelinats, je l'ai toujours dénoncé, souffrent beaucoup. Il y a ceux-là qui en font en bonne notion et il y a ceux-là qui en abusent. Il y a ceux-là également qui ont créé des ONG, mais ils ont cette possibilité d'avoir de financement qui font malheureusement cet argent ne parviennent pas à ces enfants-là. Donc, c'est un terrain où d'ailleurs, je profite de cette occasion pour interpeller le gouvernement, le ministre du genre famille et enfants, de nous faire des descentes sur terrain. Les enfants souffrent. Donc, encore une semaine, si je n'étais pas passée là, ces enfants allaient peut-être mourir. Et le monsieur ose m'appeler au téléphone, il dit, vous devez ramener les enfants. Je lui ai dit, c'est vrai, je ne suis pas ministre. Oui, je ne suis pas ministre, ça c'est une évidence. Je ne suis pas député, mais laisse-moi sauver ces enfants. Parce que si vous ne me les permettez pas, je vais voir le tribunal d'enfants. Exactement. Parce qu'en regardant ces enfants-là, s'il faut que je le porte plainte, le monsieur sera emprisonné. Et je ne veux pas en arriver là. Justement, donc l'État a vraiment une grande responsabilité face à cela parce que ces choses se font beaucoup et alors beaucoup. Il y a une multiplicité. Vous savez, aujourd'hui même quand vous descendez dans la ville de Kinshasa, vous allez voir dans des bus, dans des taxis-bis, des gens demander de l'argent pour les orphelins. Ça et là, il y a des ONG partout. C'est vraiment quelque chose qui dérange beaucoup. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ces personnes qui se présentent comme propriétaires ou encore, je ne sais pas moi, responsables d'une ONG, d'un centre, d'une fondation qui s'occupe des personnes démunies, est-ce que ces gens vraiment sont enregistrés par l'État? Est-ce que l'État fait le suivi de ces personnes
parce que c'est la vie des enfants et de ces jeunes qui sont en danger. Ces jeunes qui peuvent constituer aujourd'hui une connaissance, un socle de connaissances pour la RDC. Alors moi, je pense que l'État doit aussi vraiment beaucoup plus s'y impliquer pour que nous puissions avoir des solutions palpables aux yeux de tout le monde. Alors Madame Aridja, de votre côté aussi, parce que vous êtes de l'ONG, vous nous parlez de votre mission, de ce que vous faites. Les gens qui vous suivent voudront aussi connaître un peu c'est quoi votre mission dans votre ONG. Vous vous occupez de quoi vraiment? Et vous me dites que non, vous êtes là, vous faites le suivi de quoi? Expliquez-nous un peu de votre ONG qui s'appelle Fobija, en fait, qui porte mon nom. Fondation Bijou Aridja. Voilà, en fait, nous avons plusieurs objectifs. Mais Fobija, c'est focalisé par rapport au suivi des enfants orphelins dans des orphelinats. C'est vrai, nous souvent aussi d'autres cas comme des cas de malades. Par exemple, le cas des enfants qui souffrent des tumeurs. En RDC, ça devient de plus en plus fréquent. Et fort malheureusement, ce sont des situations qu'on trouve dans des familles extrêmement pauvres. Alors, ça aussi, c'est une préoccupation parce que notre santé a un sérieux problème en RDC par rapport à la prise en charge médicale même des enfants orphelins. Bon, ça c'est une autre branche, on en parlera un peu plus tard. Mais en ce qui nous concerne, on fait le suivi dans des orphelinats, on assiste des enfants orphelins dans des différents orphelinats. Donc c'est comme ça qu'on... Vous recevez... Vous allez continuer? Vous voulez continuer? Non, allez-y. Vous recevez aussi quelque chose de la part de l'État? Non, pas du tout. Pas du tout. On a écrit fort malheureusement non. Non, pas du tout. Non, on s'est bat avec le peu de moyens. Alors, les systèmes qui se présentent, c'est un peu compliqué, mais ça fait mal. Parce que ceux-là qui font le travail en bonne et due forme, on les soutient pas. Ouais. Donc, pour être soutenu, il faudrait aussi avoir des relations. Il faudrait que quelqu'un vous prenne dans les bras, partir avec vous, je ne sais pas moi où, pour que vous puissiez... Mais c'est ça justement. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui m'a appelé. Bonjour madame, bonjour, on a vu vos activités. Oui, c'est quoi le souci? Je lui ai posé le problème par rapport aux enfants orphelins. Il me pose la question, vous faites partie de quel parti politique? Oh là. Je lui ai dit, par moment, j'avais essayé, mais je n'ai pas pu. Et déjà, au départ, je n'aime pas vraiment la politique. Il me dit, je suis désolée. Du moins, si vous voulez, venez adhérer à notre parti politique. Vraiment. Et en ces moments-là, on va vous soutenir. Ça, vous comprenez? Donc, c'est pas facile. Fobija, en fait, nous, la porte, elle est grandement ouverte pour aider. Donc, moi, personnellement, mon cœur est attaché aux enfants. Mon cœur est attaché aux enfants et c'est une mission que le Seigneur m'a donnée que je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas du tout arrêter. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne mission. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'encourage même ces genres d'initiatives parce que vous n'êtes pas beaucoup. Des gens qui militent vraiment pour le bien-être général. En tout cas, que notre gouvernement, nous prions à notre gouvernement, allais-je dire, de pouvoir s'impliquer pour que ces genres de choses ne se répètent pas. Parce que moi, je me dis que ces jeunes, ces enfants aujourd'hui qui souffrent, demain, nous ne connaissons pas leur avenir. Ils peuvent constituer vraiment quelque chose de meilleur pour la RDC. Et ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à être encadrés, ils ont droit à vivre aussi comme tout autre enfant, comme tout autre jeune, pour que leur avenir soit vraiment assuré. Alors, Madame Aridja, dans votre fondation, puisque vous avez parlé de votre mission, de ce que vous faites, mais où en êtes-vous réellement en ce qui est l'encadrement des enfants ou des jeunes? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des formations que vous donnez? Est-ce que vraiment on aimerait bien un peu comprendre? En fait, comme là, par exemple, bientôt là, nous allons organiser un grand centre de coupe et couture. D'ailleurs, ça sera la marque Fobija. On va commencer à encadrer le jeune. Nous avons besoin de moyens. Nous avons un projet pour construire un grand centre médical et surtout spécialisé en tumeurs. Ça devient fréquent en RDC. Moi et l'Asbel Kinshasa, mon village, M. Dédé Amouli, que j'ai salué en passant, un grand ami à moi, il est là. On est derrière. En fait, nous recevons des cas des enfants qui souffrent des tumeurs. Mais on doit se les dire, on n'a pas ces moyens-là. C'est vrai que nous recourons aux tierces personnes qui, telles contribuent 100 à 10 francs, nous sauvons de vie, mais nous n'avons pas
matériel adéquat ou un centre bien spécifique où on saura que non, quand nous avons un tel cas, le malade va se présenter dans tel endroit et on le prend en charge. Ce qui fait que nous perdons ces enfants-là pendant que ils peuvent avoir cette très bonne prise en charge et le vie s'en sauve, quoi. Ça fait très mal quand vous êtes devant un cas ou de vous-même vous dites s'il y avait de moyens, cet enfant, sa vie serait sauvée et demain après-demain, il peut devenir ministre, etc., etc. Ça fait très mal, vraiment mal. Donc c'est ça. On a vraiment plusieurs projets et nous avons besoin d'assistance. Okay. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de partenaires. C'est très, très important pour nous. Alors, c'est très important pour vous, madame. Nous nageons déjà vers la fin de cette émission. Okay. Mais nous sommes arrivés à une étape très capitale. C'est une étape où vous allez vous adresser à ces jeunes qui vous suivent, à cette jeune dame, jeune monsieur, à cet enfant qui est aujourd'hui en train de subir ce que nous appelons peut-être la pauvreté de la RDC. Tout ça tombe sur lui. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'a pas droit à aller à l'école, bien que l'école primaire soit aussi gratuite. Là, il faudrait qu'on se le dise aussi, grâce à l'implication du chef de l'État. Aujourd'hui, même quand vous n'avez pas de moyens, ceux qui sont à l'école primaire peuvent déjà aller étudier, ça c'est gratuitement, mais ceux qui ont quand même atteint un peu l'âge un peu plus avancé, qui doivent être déjà dans l'école secondaire, humanité et tout, université, tout ça, ces gens n'ont pas cette possibilité, n'ont pas ces moyens. Et beaucoup d'autres de ces jeunes, beaucoup d'entre eux sont en train de se décourager en fait. Ils se disent que non, je ne peux rien, je ne vale rien à la société, ma vie, comment je finirai avec ma vie et tout. Alors ces jeunes sont en train de se questionner. Et vous, étant que quelqu'un qui s'occupe de ces personnes, vous êtes là comme quelqu'un qui les moralise en fait, pour qu'ils puissent ne pas abandonner. Vous allez regarder votre caméra, vous allez vous adresser à ces personnes. On appelle ça face à la caméra. Face à la caméra. Chers jeunes, je vais commencer par le jeune fille. C'est vrai que la situation est difficile. C'est vrai que la situation se présente de la manière dont ça se présente. Mais quelque part, je dirais que certaines jeunes, vous êtes aussi fainéants. Pourquoi je dis ça? Je vais donner mon exemple. Moi, déjà en première graduat, j'étais en train de travailler. Comment ça s'est passé? Comment journaliste? Je vais vous donner mon exemple. Je me réveillais chaque jour à 4h30, 45. Je me réveille à ces heures-là. Et déjà à 5h, je dois être à l'église. À 6h, je dois être à la chaîne parce que j'animais l'antenne. Et aussi, je dois présenter les journaux à 7h30. Dès que je finissais, je partais au cours. J'assiste au cours jusqu'à midi. Nous avons la pause. Et avec cette pause de 1 heure, je descends sur terrain pour prendre 1 ou 2 informations. Je reviens à 13h30, 14h au cours. Nous en finissons à 17h, 17h30, 18h par moment. Je descends à la chaîne parce qu'à 19h30, je dois présenter les journaux. C'était pas facile. Et je fais ça pendant 3 ans. Ça m'a créé plusieurs opportunités. Je vais souligner ici que je suis avant-dernière chez moi. D'ailleurs, l'ISTEM, là où je finis, c'est mon beau-frère propre qui était le DG, dont je pouvais faire le bébé. Mais dans ma tête, je m'étais dit que je dois travailler, il faut que je me donne un nom. Ça m'étonne par moment, vous voyez, un licencié en tel ou tel domaine s'est dit, je n'ai pas le travail, je dois chercher. Mais quand vous êtes déjà un licencié, il faut créer. J'ai un témoignage de plusieurs jeunes qui ont eu à me contacter. Vous êtes qui? Je suis licenciée en informatique. J'ai dit, mais ta tête fonctionne. Maman, je n'ai pas le travail. Tu es sérieux là? Non. Je lui ai dit, tu as une machine? Oui, ok, je commence à t'orienter. J'ai dit, tu commences par le carte de visite, par exemple. Tu commences à créer des sites. Tu entres dans des bureaux pour demander le marché. Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, il est vraiment indépendant. Et il m'a toujours dit merci. À de jeunes filles, oh non, maman n'arrive pas à payer, papa n'arrive pas à payer. Oui, la situation se présente. À l'impossible, nul n'est tenu. Et à de jeunes filles, j'ai dû conseiller, ça vous arrive de mettre les cabellos des $200. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un $100. Entrez à Zandou,
achetez-vous, je m'excuse même de les dire, de sous-vêtements, je ne sais quoi, de fantaisie et tout. Vous achetez, vous venez vendre en ligne. J'ai des exemples, j'ai donné ces conseils, les filles ont pratiqué et ils m'ont remercié pour dire, maman, ça a marché aujourd'hui. Je peux facilement acheter, me payer le frais, je peux facilement me prendre en charge. Parce que il ne faut pas se dire dans la tête que non, les gouvernements, ça va changer du jour au lendemain. Ça, il ne faut pas rêver. Alors, qu'est-ce que vous avez en main? Comment tourner votre tête pour commencer quelque part? Je vais revenir parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ont fait 2 enfants tôt et ils disent que non, ma vie s'est limitée par là. Non, moi j'ai eu mon fils à 17 ans et demi. J'ai un grand garçon de 23 ans. Ok, quand j'ai arrêté, j'ai tout de suite récupéré j'ai repris les études et aujourd'hui j'ai mon diplôme, j'ai mon travail et je me débrouille tel que je me débrouille. Donc quelque part, on responsabilise le gouvernement, certes, mais nous-mêmes aussi, on est fainéants. Nous devons nous battre pour en sortir dans cette situation. Donc c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Madame Aridja, pour votre conseil. C'était vraiment pertinent. Alors, comme on dit toujours, que la manne ne tombera plus du ciel. Vous êtes démunis, vous ne savez pas quoi faire, mais vous devez vous battre, comme Madame Aridja l'a dit. Battez-vous. Vendez même de l'eau pure pour avoir un petit rien et subvenir à vos besoins. Madame Aridja, c'était un plaisir de vous recevoir dans ces plateaux. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la dernière fois, bien que c'est la première fois. Ça ne sera pas la dernière fois. Nous comptons encore vous recevoir dans nos prochaines émissions. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à balancer. Ouais, un dernier mot. En fait, juste un exemple, hein, le dernier. Okay. Je me rappelle, une fois, je partais à l'église, c'était un dimanche. J'ai rencontré de jeunes qui prenaient le zododo et consorts. Ils étaient au nombre de 20. C'était un dimanche matin. Je me suis arrêtée. Je suis descendue de la voiture. J'ai leur salué calmement. J'ai dit, donnez-moi une chaise, on va discuter. Je suis entrée au milieu d'eux. J'ai dit, pourquoi vous les faites? Oh non, maman, parce qu'on est dépassé. Oh non, maman, parce que la vie n'est pas ceci, n'est pas cela. Ok. Je leur ai posé la question. Qu'est-ce que entre vous n'a jamais touché même un $100 ou un $50? Oh non, maman, c'est à Lingala, là. Toujours à la vie, soit moi, j'ai dit, voilà. Chacune de vous peut me dire ce qu'il fait avec. Est-ce que vous avez essayé, par exemple, avec un $50, $100, acheter de cartons de savon, mettre dans le coin et ça s'achète pas et n'est pas bénéficié? Vous comprenez? Okay. Dans le jeûne, battez-vous pour votre avenir. Vous détruisez votre vie et vous détruisez celle de vos parents parce que ces parents-là comptent sur vous. C'est vous qui êtes leur retraite. Donc, je voulais conclure. Merci beaucoup, Madame Aridja. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été le nôtre. Nous vous prions de nous suivre prochainement sur Géopolis Télévision. Au revoir.